Merci beaucoup, professeur Haricot, pour ce couloir radiophonique que vous créez dans ce programme pour nous permettre de donner la parole à nos partenaires, notamment, n'est-ce pas, cette forte équipe de l'Observatoire pour la paix durable, OPD en abrégé. Eh bien, n'est-ce pas, de quoi vont parler nos invités ce matin? Ils vont nous parler des techniques de fraudes électorales à craindre. Vous le savez, professeur Haricot, autant que de nombreux auditeurs, nous sommes à quelques jours du 12 octobre, date de l'élection présidentielle au Cameroun. Une élection qui a souvent été source de tensions sociales et de crises sociopolitiques. Soucieux donc d'une paix sociale durable, condition sine qua non d'un véritable développement, l'Observatoire pour la paix durable, OPD en abrégé, dans ses activités, œuvre chaque jour pour une élection apaisée. Aussi, les membres de cet observatoire ont-ils voulu anticiper en attirant l'attention de l'opinion publique sur les techniques de fraude électorale à craindre? Pour en parler, nous sommes dans ce studio avec deux grosses pointures, n'est-ce pas, membres de l'Observatoire pour la paix durable. Il y a d'abord à ma droite, n'est-ce pas, à ma droite, il y a Tani Djobia Jean-René. Il est membre fondateur de l'Observatoire pour la paix durable. Il est aussi directeur général du comité de langue et d'études pour la production des œuvres Mendumba en abrégé, CEPOM, qui est partenaire de APADER, structure, n'est-ce pas, APADER autant pour moi, et la structure qui encadre l'Observatoire pour la paix durable. Bonjour, Tani Djobia Jean-René. Bonjour, monsieur Ndiomo. Bonjour à vos milliers d'auditeurs. Ils sont des millions. Pardon, à vos millions d'auditeurs. Alors, en face de vous et à ma gauche, un autre membre, n'est-ce pas, de l'OPD. Il s'agit de Kuibo Niasse Raymond. Il est infirmier et comptable matière émérite, reporter, photographe. Pour ceux qui le connaissent doivent savoir de quoi il s'agit. Mais il précise, n'est-ce pas, surtout, qu'il est distributeur agréé des produits forêts Vadan Londé. Membre de l'OPD, je l'ai dit. Bonjour, Kuibo Niasse Raymond. Bonjour, Simon Patrick. Cette équipe de l'OPD est accompagnée, n'est-ce pas, par quelqu'un qui est au four et au moulin, n'est-ce pas, de lundi à lundi, de lundi à dimanche et à lundi. Il s'agit de monsieur Mathias Tchabda. C'est bien cela, monsieur Mathias Tchabda. Alors, il accompagne, n'est-ce pas, dans ce studio, cette équipe. Merci de sa présence. Mesdames, messieurs, nous, si vous voulez bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de voir quelles sont, n'est-ce pas, les techniques de fraude électorale à craindre, je voudrais d'abord que nous évoquions, n'est-ce pas, cet opuscule qui a été commis, n'est-ce pas, en 2021 par l'Observatoire pour la paix durable, encadré en cela par APADER. Eh bien, le livre ou l'opuscule est intitulé « Enrôlement des jeunes dans la fraude électorale dans le département d'Undé, jusqu'où peut mener cette pratique des élites dans le chantier du développement territorial ». Alors, Père Djobia, première question, qu'est-ce qui aura inspiré, n'est-ce pas, la production de cet opuscule? Merci. Lors des élections de 2018, nous avons observé beaucoup de dérangements, beaucoup de pratiques anormales concernant les élections, beaucoup d'attitudes, de comportements liés à la fraude, beaucoup de dysfonctionnements aussi dans le processus électoral. Et c'est tout cela qui nous a inspirés à produire ce recueil, qui est le résultat d'une longue étude sur les techniques de fraude à travers l'enrôlement des jeunes
par les élites. Alors nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, d'ailleurs de parcourir cet opuscule, hein, ce petit livre vert, comme vous l'appelez du côté de l'OPD. Il est extrêmement riche, hein, pour ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, le lire, l'avoir. Il est disponible où? Il est disponible à la PADER, à l'espace jeune d'Undé de la PADER, à la descente de l'école publique groupe 3. En tout cas, pour l'obtenir, il faut se rapprocher d'un membre, soit de l'OPD, soit de la PADER. Très bien, merci beaucoup. Cela donc étant, n'est-ce pas, nous allons, pour ceux qui souhaitent avoir le livre en attendant qu'ils l'acquièrent, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, eh bien, nous parlons, si vous voulez, des techniques de fraude électorale à redouter. Avant, n'est-ce pas, je voudrais rester avec, n'est-ce pas, Père Djobia. Je voudrais rester avec Tani Djobia, Jean-René. Est-ce que, avant toute chose, avant j'allais dire de lister, hein, de sérier ces techniques de fraude, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'une fraude électorale? Oui, merci. J'entends par fraude électorale tout acte, tout comportement, toute attitude visant à entamer la liberté, la transparence, la justice lors de l'élection. Tout ceci dans l'intention de fausser les résultats. Alors, cela signifie simplement, hein, que tout acte qui vise à fausser les résultats, à tronquer les résultats, peut être considéré comme une fraude électorale. Exactement. Voilà. Je me retourne, n'est-ce pas, vers Mbe Kubu Niasse Raymond. Eh bien, est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, Tani Djobia Jean-René nous a dit que tout acte, toute pratique qui vise à fausser les résultats d'une élection, n'est-ce pas, peut être considérée comme une fraude électorale. Est-ce qu'on peut avoir, n'est-ce pas, quelques types de fraude électorale? Merci, M. Njomo, pour la parole donnée. Mais avant, je voudrais ajouter peut-être un peu des ingrédients sur ce que vient de dire mon confrère Tani Djobia. Allez-y. Pour dire, pour moi, je vois que c'est tous les moyens mis en œuvre pour faire passer le moins méritant. Parce que quand on veut frauder, c'est plutôt le moins méritant qu'on favorise en utilisant des moyens tortueux. Bon, comme pour dire que le candidat qui est sûr, n'est-ce pas, de son programme, qui est sûr de ses compétences politiques, n'a pas besoin, n'est-ce pas, de passer par des techniques de fraude électorale. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Alors, quelles sont ces techniques de fraude électorale, donc? Il y a plusieurs techniques pour arriver à la fraude, comme la technique de propagande, de sabotage et d'intimidation. La technique du plafond et du disjoncteur. Le bourrage des urnes. Le monnayage des bulletins de l'adversaire. La négociation et intimidation des mandataires. L'infiltration parmi les représentants de l'administration et même des présidents du bureau de vote. Nous avons également la distraction de la foule et vote multiple. Nous avons également le déploiement à l'ECAM, couplé dans de bagarres simulées. Donc, il y en a bien d'autres. Ou la pause café
aux différents membres dans un bureau de vote, alors que pour profiter en ce temps-là, faire le bourrage des urnes. Monsieur Niasse Raymond, vous avez énuméré un certain nombre de techniques de fraude électorale. Je souhaiterais que nous parcourions, n'est-ce pas, quelques types de fraude électorale. Vous avez parlé, par exemple, de la technique du plafond. En quoi est-ce que cette technique consiste-t-elle? Cette technique, il s'agit donc d'apprêter la zone bien préparée. Une salle de classe où doivent se tenir les élections, comme bureau de vote, où on a préalablement percé le plafond et introduit donc quelqu'un, comme on peut dire, chargé de mission, avec l'urne déjà bien préparée. Au point que... Préparé, c'est-à-dire quoi? L'une est déjà bourrée des bulletins de vote à la faveur du candidat qu'on vous fait passer pour vainqueur. Donc, à l'heure de la pause ou de cette pause de café où on veut donner aux membres, on dit bon, détendons-nous là pour prendre l'air dehors, on prend le petit bout de pain. Celui qui était introduit au plafond redescend, dépose... Pendant que la salle est vide. Pendant que la salle est vide, et dépose l'une qu'il gardait soigneusement dans le plafond et rentre maintenant avec l'une dans laquelle les électeurs ont véritablement voté. Et ressort maintenant dans une autre salle de classe, soit peut-être reste là jusqu'au moment de dépouillement. D'accord. C'est ça la technique, n'est-ce pas, du plafond. C'est vraiment terrible. Alors, Père Djobia, vous avez certainement des éclaircissements à apporter, soit sur la technique du plafond, soit sur, par exemple, la technique du disjoncteur dont a parlé Raymond tout à l'heure. Oui, par rapport au plafond, je voulais ajouter que on peut placer quelqu'un au plafond qui a pour rôle d'intimider les électeurs. Il est au plafond, on ne sait pas qu'il est au plafond d'après les explications données par M. Raymond. Comment est-ce qu'il intimide? Il intimide, bon, je voulais dire peut-être espionner, donc voir, surveiller le vote, oui, voir quel bulletin tel électeur a choisi pour après informer la hiérarchie. Cela signifie, d'après vos explications, que la technique du plafond a deux pans. D'abord, bourrer. Il peut s'agir, n'est-ce pas, pour ceux-là de vouloir bourrer les urnes et quand la salle est vide parce que on est à l'extérieur pour prendre, n'est-ce pas, la pause café, on fait descendre l'urne bourrée, soit parce que, n'est-ce pas, on met quelqu'un au plafond pour espionner les électeurs afin de savoir qui a voté pour quel candidat afin d'aller, n'est-ce pas, le rapporter, je ne sais pas à qui. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et la technique du disjoncteur? Bon, la technique du disjoncteur consiste à préparer quelqu'un qui, à un moment précis, généralement au moment du dépouillement, appuie sur le disjoncteur ou bien enlève le disjoncteur pour créer l'obscurité dans la salle afin de permettre toutes sortes de tripatouillages. Oui, c'est ça la technique du disjoncteur. C'est-à-dire que c'est généralement le soir, lors du dépouillement? Oui, généralement. Alors, et vous avez parlé d'autres techniques de fraude électorale, par exemple la distraction. Oui, la distraction de la foule. Il consiste à déclencher une bagarre ou une dispute où les regards seront tournés vers cet événement. Pendant ce temps, les chargés de mission font leur travail au niveau de l'une. Alors, il y a beaucoup, oui, Père Djobia. Oui, je voulais relever que la fraude est surtout pratiquée par les jeunes.
Nous allons revenir sur les acteurs, n'est-ce pas, ou les auteurs de ces pratiques, mais restons encore sur, n'est-ce pas, les pratiques elles-mêmes. L'ouvrage dont j'ai fait mention tout à l'heure, Enrôlement des jeunes dans la fraude électorale dans le département du Ndé, n'est-ce pas, un ouvrage, je l'ai dit, suffisamment riche et suffisamment documenté sur les différentes techniques de fraude où on utilise, n'est-ce pas, les jeunes pour frauder. Il y a par exemple la technique d'appâtage des jeunes. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'attirer les jeunes, de recruter les jeunes, de les former dans le sens de la fraude électorale en leur promettant des choses, en leur faisant des dons. Oui. Généralement, c'est des promesses. On leur promet le recrutement dans les grandes écoles, dans les postes juteux, le recrutement, l'appui dans les concours d'entrée dans les grandes écoles, concours de bourse. On leur promet la nomination au poste juteux, l'exonération fiscale. En tout cas, on leur promet beaucoup de choses pour les attirer. C'est ça le sens de l'appâtage. On leur tend l'appât. Parfois, c'est des montants, c'est des sommes assez considérables qu'on leur promet. On leur dit, si vous faites ceci, vous aurez tel montant. Cela entre dans l'appâtage. Vraiment, d'autres techniques de fraude, par exemple les dons électoraux, l'intimidation, ça fait partie des fraudes électorales? Oui, ça fait partie des fraudes électorales, puisque le don qu'on fait, on le fait en avant pour attirer déjà la sympathie de l'électeur, de celui qu'on veut avoir ses voix. Ainsi que l'intimidation, on utilise dans des moyens comme sache que c'est notre quartier. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Sache que tel a déjà fait ça et nous devons tout faire pour sécuriser dans le vote en faveur du candidat pour lequel on est en train de plaider. D'autres techniques, n'est-ce pas, contenues dans ce livre vert dont la version numérique est disponible. Il suffit de vous rendre, n'est-ce pas, du côté de Apader, de l'espace jeune, non loin, n'est-ce pas, du carrefour de la Totale du centre-ville. Il faut également préciser que cet ouvrage a été produit avec n'est-ce pas, le soutien financier de Pain pour le Monde. C'est un soutien, n'est-ce pas, un partenaire financier de Apader. Alors, on voit dans cet ouvrage, disais-je, n'est-ce pas, le monnayage des bulletins de l'adversaire est sérieux. Hein? Vous allez nous dire ce que c'est, Raymond. Ensuite, l'infiltration dans le camp adverse ou technique de 97%. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, n'est-ce pas, le monnayage des bulletins de l'adversaire sérieux. Oui, monsieur Njomo, le monnayage des bulletins de l'adversaire consiste à demander à l'électeur de nous ramener le bulletin de X contre peut-être 1000 francs, contre 2000, contre 5000. Et ceci entraîne que le lecteur fait tout et tout pour rentrer avec le bulletin. Pour rentrer avec le bulletin, parce qu'il s'attend à une contrepartie de ce bulletin du candidat qu'on a exigé. Jobia René, on a parlé, n'est-ce pas, de l'infiltration dans le camp adverse ou technique de 97%. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, cette infiltration consiste à s'introduire dans le parti concurrent et se faire choisir comme mandataire dans l'optique de faucher ce dernier, c'est-à-dire de faucher ce parti. Donc, on vient, au moment où on recrute les mandataires des partis, on est d'un parti, mais on s'en va plutôt dans le parti adverse. Les faux militants ou les pseudo-militants. Les pseudo-militants, oui. Et ainsi,
ils s'infiltrent et ils ont la possibilité de frauder. Voilà. On ne peut pas, n'est-ce pas, tout dire sur ces techniques de fraude ce matin, mais il reste quand même qu'il en existe. Quelques techniques vous ont été déjà données. La technique, n'est-ce pas, du plafond, la technique du disjoncteur, la technique de la distraction, la technique, n'est-ce pas, de 97%, la technique de l'intimidation, la technique de l'achat des voix, n'est-ce pas, d'autres... de l'achat des électeurs, l'infiltration parmi les représentants de l'administration et les présidents de bureaux de vote. Qu'est-ce que cela signifie, Raymond? C'est assez important, ça. Oui, la technique de l'infiltration parmi les représentants de l'administration et des présidents du bureau de vote consiste à ce que le sous-préfet nomme le représentant de l'administration, quelqu'un à la cause du parti pour qui on veut qu'il remporte. Donc ce représentant va tout faire, va peser de tout son poids pour que le résultat soit en faveur du parti en question. Ou alors le président de bureau de vote étant désigné par LRCAM. Or, nous savons que quelque part, on redoute un peu de la sincérité de l'ECAM, que beaucoup de présidents du bureau de vote sont ceux à qui, à la cause du parti au pouvoir. Donc, ce président part avec des consignes bien données. Tout faire pour amener un score de tel pourcentage. Tout faire pour que ce soit le parti au pouvoir qui remporte. Donc, ce président ou ce représentant de l'administration n'est là que pour œuvrer pour la victoire de leur champion. Il y a également la technique de distraction de la foule et de vote multiple, Raymond. Oui, nous l'avons dit, la distraction de la foule et vote multiple consistait donc à faire voter quelqu'un plusieurs fois. Donc, ce qu'on appelle le charter, étant donné que quelqu'un est bien localisé pour faire nettoyer l'encre indélébile sur le doigt, ce qui fait que dans le bureau de vote, même si on contrôle, on ne peut pas donc voir les traces que cette personne a déjà voté. Donc, cela peut donc passer 9 fois parce qu'on veut multiplier le nombre de bulletins dans l'une. Et en ce qui concerne donc la distraction, on crée donc un mouvement inopiné et ça détourne donc le regard et l'attention des électeurs, des scrutateurs. Et pendant ce temps, on va faire le boulot dans le bureau de vote. Alors, dites-moi, monsieur, quels sont les acteurs? Vous avez décrit de nombreuses techniques de fraudes électorales. Qui est à l'origine? Quels sont les acteurs de ces fraudes électorales, René Djobia? Oui, les acteurs de ces fraudes, il y a d'abord les élites, les cadres des partis politiques. Il y a les jeunes qui sont recrutés par ces cadres-là, par ces élites-là, et qui sont introduits dans la machine de fraude. Je voulais ajouter qu'il y a aussi les organisateurs, les membres de la commission de vote, qui, par exemple, falsifient des PV, interdisent la publication des tendances. C'est toujours une attitude de fraude. Oui. Et pour terminer, il y a l'interdiction de la contestation des résultats. Ça participe aussi de la technique de fraude. Raymond Niasse, est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Jean-René Djobia a parlé, si vous voulez, des élites, a parlé des responsables de l'ECAM. Est-ce que l'administration, est-ce que les partis politiques, les responsables des partis politiques, est-ce que les jeunes ne sont pas eux aussi des acteurs, n'est-ce pas, de ces techniques de fraude? Si oui, à quel niveau, comment est-ce qu'ils interviennent dans cette chaîne de fraude électorale? Merci Simon Patrick.
comme on le dit dans le jargon, qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Donc, les jeunes sont beaucoup utilisés comme la cheville ouvrière pour ces manœuvres de fraude. Puisque, étant donné les revenus des jeunes démunis, on le présente dans un bout de pain, on présente une faveur de 5 000 francs, de 10 000 francs pour arriver à ce stade de besoin. Lui, il est prêt donc à se sacrifier. Les mototaximans, par exemple, les mamans qui n'ont pas de quoi manger à la recherche de la pitance. Ce sont, ainsi que les autorités traditionnelles, pour certaines autorités traditionnelles, nous l'avons vécu, et certaines autorités administratives qui font des mains et des pieds pour remplir dans le bulletin au détriment de l'adversaire. Alors, est-ce que l'on peut savoir, messieurs, à quel moment ces fraudes sont les plus intenses? Est-ce que c'est avant l'élection, le jour de l'élection ou après l'élection, selon vous? Jean-René Djobia. À mon avis, à toutes les 3 phases de l'élection, il y a des fraudes. On peut les catégoriser selon les différentes phases. Avant l'élection, il y a les techniques que nous avons évoquées. Les promesses, l'intimidation, la technique de la propagande, les promesses, les fausses promesses ou les promesses électorales, les dons électoraux, les techniques de propagande, de sabotage et d'intimidation. Ça, c'est avant l'élection. C'est-à-dire à ce moment précis? Oui. Il y a même les inscriptions illégales sur les listes électorales. Il y a également la non-publication de la liste électorale, nationale surtout. Bien. Et pendant l'élection, on peut observer la pénurie des bulletins de certains candidats pendant qu'on vote. Oui. Et la technique du plafond qu'on a évoquée, le bourrage des urnes, le monnayage du retrait du bulletin de l'adversaire. On a les infiltrations des partis adverses par de faux scrutateurs, de faux mandataires. Il y a la corruption, c'est-à-dire l'intimidation des mandataires des autres partis. Pendant que l'élection se déroule. On a également le dépouillement à Elekam, c'est-à-dire dépouillement provoqué. Normalement, on devait dépouiller dans le bureau de vote, mais les organisateurs créent l'insécurité. Simulent une bagarre. Oui, ils simulent une bagarre et décident donc d'aller continuer dans un bureau de l'ECAM au fin d'avoir l'attitude de manipuler les résultats comme ils l'entendent. Bien, après l'élection, il faut signaler la falsification des PV à la sous-préfecture, la substitution de PV, des faux PV, l'interdiction de publication des tendances par le gouvernement, par l'administration. On peut aller jusqu'au brouillage du réseau Internet. C'est possible. Et bien, voilà quelques fraudes. Pratiquée en fonction de la phase électorale à laquelle on se trouve. Oui. Il faut peut-être préciser, me fait-on dire, que le cas du dépouillement, n'est-ce pas, des urnes au siège de Elekam est prévu par le code électoral. Oui. Quand, n'est-ce pas, il s'avère que l'insécurité est avérée. Dans ce cas, cela peut se faire. Mais ici, vous dénoncez
dénoncer le fait que cette insécurité est provoquée. Donc ce n'est pas une vraie insécurité, parce que il faut bien que ce soit clair. Voilà, vous écoutez toujours, n'est-ce pas, Espace partenaire avec les membres de l'Observatoire, autant pour moi, pour la paix durable, Tani Djobia Jean-René et Kubu Niasse Raymond, qui nous parle aujourd'hui des techniques de fraudes électorales afin de sensibiliser les uns et les autres pour une élection, n'est-ce pas, apaisée. Messieurs, nous sortons progressivement vers cet entretien, mais je voudrais vous demander, alors selon vous, vous avez énuméré un certain nombre de techniques de fraude. Selon vous, est-ce qu'il y a parmi ces techniques quelques-unes qui, n'est-ce pas, impactent de manière sensible les résultats de l'élection? Oui, je crois que la fraude qui impacte sensiblement les élections, c'est celle qui se passe pendant l'élection, c'est-à-dire le bourrage des urnes, le vote multiple, et même la corruption des mandataires des autres partis. Ces pratiques-là favorisent considérablement la fraude. Après l'élection, il y a la falsification des PV qui semble être le couronnement de toute la machine de fraude. Oui. Voilà, à mon avis. Raymond? Oui, M. Dumont. Il faut aussi dire que le monnayage du bulletin de l'adversaire impacte négativement sur les résultats, parce que le fait de demander de ramener le bulletin de l'adversaire fait que même le candidat qui devait voter pour ce candidat voit un 5 000 francs compris, préfère voter un autre bulletin pour ramener le bulletin de l'adversaire contre 5 000 francs. Voilà. Finalement, on retient que, n'est-ce pas, aucune fraude, aucune technique n'est à négliger. Toutes contribuent, n'est-ce pas, à impacter considérablement les résultats, ce qui pourrait, j'allais dire, susciter ou créer un terreau favorable, n'est-ce pas, à l'insécurité sociale, ce que l'on ne souhaite pas. En tout cas, merci d'avoir expliqué toutes ces techniques. Un dernier mot rapidement, Jean-René Djobia. Oui, par rapport aux techniques, aux éléments de fraude, nous pouvons reconnaître la fraude par le nombre de votants lorsque le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. C'est un élément pour reconnaître une fraude électorale. Oui. Les doublons sur la liste électorale. Le vote des morts. Il arrive que même les morts votent, c'est-à-dire qu'ils ont leur nom sur la liste et les gens viennent, à travers le vote multiple, voter à la place des morts. Il y a également la fuite d'informations. Les corrompus peuvent faire fuir l'information. Donc, informer les gens qu'ils ont reçu de l'argent, qu'ils ont reçu des promesses, qu'ils ont fait ceci ou cela pour faciliter la fraude. C'est un autre indice. Et il y a également les PV non identiques. Lorsqu'on présente des PV à la commission qui ne sont pas identiques, on constate qu'il y a eu fraude. Voilà quelques éléments de fraude qu'on peut observer. Oui, Simon Patrick. Il y a également le bureau de vote qui présente 100%, parce que c'est impossible d'avoir 100% d'inscrits et 100% de votants. C'est impossible. Pourquoi ça? Parce que
Non, il faut le reconnaître. Il y a ce jour, s'il y a élection, vous avez un palu sous perfusion, vous n'allez pas, on ne va pas vous déporter. Et si vous n'avez pas de palu? Non, tout le monde ne peut pas être sans empêchement. Je voudrais exhorter dans les uns et les autres pour dire, malgré cet état de corruption, cet état que nous présentons, cela ne devrait pas nous décourager à aller assumer notre devoir citoyen. Voilà. Merci beaucoup. Vous me donnez d'ailleurs l'occasion de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, n'est-ce pas, que mercredi prochain, lors de la prochaine émission, le thème va consister à expliquer, à décrire les attitudes du citoyen engagé face aux fraudes électorales dont vous venez, n'est-ce pas, de faire mention ici. Donc, mercredi prochain, le rendez-vous est pris avec d'autres invités qui viendront nous dire quelles sont les attitudes du citoyen engagé face donc à ces fraudes électorales. Merci, n'est-ce pas, à Tani Diobia Jean-René. Il est membre fondateur de l'Observatoire pour la paix durable, directeur général du CEPOM, le comité de langue et d'études pour la production des œuvres Mendumba. Mendumba qui est le CEPOM, autant pour moi, qui est partenaire de l'APADER. Merci également à Kubu Niasse Raymond, infirmier comptable matière émérite, reporter, photographe, distributeur agréé des produits Forever dans le Ndé, membre de l'Observatoire pour la paix durable. Merci, nous n'oublions pas, n'est-ce pas, monsieur Mathias Biandou Tchabda, qui est dans les couloirs au four et au moulin, n'est-ce pas, et qui a contribué à la préparation, n'est-ce pas, de cette émission. Merci une fois de plus, Mathias Biandou Tchabda, pour cet intérêt. Merci également aux millions d'auditeurs qui nous ont écoutés ce matin, professeur Haricot. Voilà. N'est-ce pas, quelques techniques de fraude électorale à craindre le 12 octobre prochain. La question qui me brûle les lèvres maintenant, c'est celle de savoir si la pause café est une obligation. C'est où la loi, c'est inscrit dans la loi? La pause café n'est pas inscrite dans la loi parce que l'on vote de 8h à 18h, n'est-ce pas, de 8h à 18h. Donc la pause café n'est pas inscrite dans la loi, mais il y a des exigences humaines, hein, à un moment donné, quand le corps travaille, quand vous travaillez, le corps a besoin, n'est-ce pas, de se refaire des forces, et vous pouvez vous imposer, n'est-ce pas, une pause, et malheureusement à ce moment, n'est-ce pas, les esprits malins en profitent pour faire le jeu de la fraude électorale. Donc, ce n'est pas une obligation. Est-ce que c'est évitable? Comment lutter contre cette fraude? Plus quand on voit déjà quelqu'un qui est placé au plafond à la veille, je ne sais pas si c'est à la veille ou c'est très tôt le matin, qui descend du plafond peut-être même après le déploiement. Est-ce qu'il y a une possibilité de fouiller aussi les plafonds avant de déposer les urnes? Alors la question, on la retient. Comment lutter contre ces fraudes mercredi prochain avec, n'est-ce pas, les invités que nous aurons. Tout à fait. Et le sujet qui sera à l'ordre du jour, oui. Vous aurez, n'est-ce pas, des réponses à cette question.